to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Première question très simple. J'ai envie de te demander, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir un peu où est-ce qu'il va aller, John Wayne, à la fin? Il va où, selon toi? D'abord, merci pour l'invitation. Je voulais dire que j'avais fait une émission ou deux. On a fait deux émissions. Trois émissions ensemble. Je regarde un super souvenir. Donc, et puis j'aime bien le travail qu'il fait. Et je pense que c'est un travail important sur Internet où on a souvent tendance à penser qu'on dit un peu des bêtises sur des films qui n'ont pas d'intérêt. De voir quelqu'un qui passe un peu de temps sans se soucier forcément du nombre de vues, à faire vivre quand même aussi la mémoire et le patrimoine. C'est assez capital. Et on avait une petite, excuse-moi pour cette digression de départ, mais on avait une discussion juste avant de venir sur cette idée que moi, quand j'étais étudiant en cinéma ou quand j'étais jeune cinéphile, Ford, ça fait partie de ces cinéastes qu'on nous imposait, tout simplement, aussi bien à l'université ou dans les revues de cinéma. Il y avait vraiment la statue Ford, comme il y avait la statue, je sais pas, Fellini, Mizoguchi, Ozu, tous ces gens-là. Et donc, on se sentait un peu écrasé quand on était jeune cinéphile par John Ford. On avait envie de voir autre chose. Voilà. Moi, je rêvais à l'époque plus de George Romero et de John Carpenter que de John Ford. Et puis un jour, on vieillit, puis on comprend pourquoi c'est si important que ça. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que on est un peu à front renversé et que celui qui est un peu dans le placard, c'est plus Ford que Carpenter ou Argento. Voilà, je dis ça comme ça parce que c'est... je serais jeune cinéphile aujourd'hui, je me dirais, attends, il y a un type un peu contrebandier dont on ne parle pas beaucoup, il a fait des trucs assez intéressants, il s'appelle John Ford. Ce serait peut-être pas mal d'en parler. Voilà, bon, je dis ça au passage. Alors, ta question, c'était... Alors, si on parle de King Vidor, de William Wellman, voilà, c'est un peu foutu, là. Mais Wellman, par exemple, Wellman, je veux dire, bon. Wellman. Alors oui, donc tu parles du dernier plan. Oui, où il va, John Wayne? Voilà, mais il va où, Ride Away? Il va. C'est le. En fait, le problème de La prière du désert, Searchers, moi que je préfère. En fait, les deux titres sont justes par rapport à ce que raconte le film, mais je trouve que Searchers est un film qui est plus beau parce que c'est cette idée de gens qui cherchent, qui recherchent, mais ça renvoie à la fois au trajet de l'Ouest, des gens qui ont cherché à un moment donné, on pourrait dire l'Eldorado, le paradis perdu. Ça renvoie aux gens, à ces deux-là, en fait, John Wayne et Jeffrey Hunter, qui vont chercher cette fille dont ils ne savent pas dans quel état ils vont la trouver. Et puis ça renvoie aussi à l'obstination, à la pathologie. C'est-à-dire qu'on cherche, mais à quel moment il faut s'arrêter de chercher quand on n'a pas trouvé. Et il y en a un qui dit je vais chercher jusqu'au bout. Et on a presque le sentiment, il y a un côté Moby Dick, un peu dans La prière du désert. C'est un peu le capitaine Ahab, Ethan Edwards. C'est-à-dire que, évidemment, il retrouve Debbie, mais il aurait pu ne pas la retrouver. On pense qu'il aurait erré pendant toute sa vie sur le territoire américain pour chercher cette fille, dont d'ailleurs, il faut quand même dire, ce qui est très très beau dans le film, c'est que jusqu'au quasiment au tout dernier plan du film, lorsqu'il dévale la colline à cheval et elle s'enfuit avec ce plan depuis la grotte, dont on pourrait parler longtemps, parce que la grotte dans le film, c'est le foyer. En fait, jusque-là, donc à 1h56 ou 1h57 du film, on ne sait pas si John Wayne en fait, vient d'atteindre la vraie Debbie, celle qui a été enlevée quelques années auparavant, ou s'il poursuit son fantasme. Et s'il poursuit son fantasme, c'est la peur de Martin Pauly d'ailleurs, c'est que s'il poursuit son fantasme, il va la tuer. Parce que le fantasme d'Ethan Edwards, c'est qu'elle, en gros, soit elle est folle, c'est ce que nous montre, il y a différentes possibilités de débit dans le film. La rencontre avec les femmes folles, soit elle a été massacrée, comme Lucie dont on ne voit pas le corps, soit, le pire pour lui, c'est qu'elle soit à la fois blanche et indienne en même temps. Et le fantasme puritain d'Ethan Edwards, qui est un vrai personnage qui est hanté par une question raciste, on pourrait dire, c'est un personnage qui incarne une sorte de racisme américain. On est en 56. Ce personnage-là, en fait, il poursuit un fantasme et tout le film est mentalement construit sur l'idée que finalement, il veut la tuer. Ce que sent ou ce que pressent Jeffrey Hunter, il veut la tuer et donc à la fin on se dit mais s'il atteint son fantasme, évidemment il va vouloir la tuer parce que dans son fantasme puritain et raciste, cette femme-là, il faut la tuer. Bon. Et il y a ce moment évidemment ultra commenté où
Finalement, on s'arrête, on se dit qu'est-ce qui va se passer, et en un quart de seconde, le personnage raciste qui a guidé toute la trajectoire d'Ethan Edwards, en fait, se métamorphose en quelqu'un qui est renvoyé à un truc de l'ordre du refoulé, du passé, de la mémoire. La petite fille qu'il a tenue dans les bras au début, il la soulève. Le geste fait écho au geste qu'on a vu au tout début du film. Et ça, il n'y a que Ford pour filmer un truc pareil, c'est-à-dire cette espèce de retour d'humanité absolument imprévisible à l'intérieur d'un personnage qui a tout pour décevoir. Et d'ailleurs, quand on lit, moi je l'avais lu il y a longtemps, le scénario de Searchers, l'original, on se rend compte que Ford, en fait, il y a une version de ce scénario, pour ceux que ça intéresse, qui a été donnée par Ford à Henri Langlois à la Cinémathèque française et annotée par Ford. Et a priori, on pense que Ford l'a donné au début des années 60, au moment où la Cinémathèque française organise une rétrospective John Ford en 61, par là, qui va beaucoup d'ailleurs contribuer à la réhabilitation de John Ford auprès de la critique française. Et il donne une version annotée de ce scénario-là. Et quand vous lisez ce scénario, vous vous rendez compte que Ford passe son temps à dire il faut que le personnage d'Ethan Edwards soit encore plus négatif que le montre le scénario. En permanence, il passe son temps à dire là, il a l'air trop gentil. Là, le spectateur va s'identifier à lui. Là, il va le trouver trop humain. Donc, on se rend compte que, comme si Ford avait besoin de préparer, comme si tout le film était une sorte de préparation dans le négatif du moment où Ethan Edwards va soulever Natalie Wood à la fin du film. Et pour que ce moment soit génial, ce qu'il est, imprévisible, incroyable, un moment de grâce qui arrive, il faut qu'à aucun moment on ait eu envie, en fait, qu'on ait été presque touché par Ethan Edwards. Et il en fait un personnage. Et Ford annote le scénario dans ce sens-là, en permanence. Là, non, ce dialogue le rend trop humain, trop gentil. Non, il est comme ça, ce personnage. Il est obstiné, il est fou, il est raciste, il a des fantasmes dans la tête désagréables. Voilà la façon dont il accueille Martine Paulet au début, par exemple. Non, dès le début, le personnage est antipathique. Et Ford avait tenu à ce que le scénario, au moment du tournage, parce que ce sont des annotations qui ont lieu juste avant le tournage, que le personnage soit presque débarrassé de tout ce qui pouvait le rendre un peu sympathique, comme si, à force de le rendre antipathique, le moment où il soulève des billes, en faisant, lui donne cette espèce d'étincelle d'humanité, était encore plus forte. Et pourquoi je raconte ça? Parce que la fin du film, donc vous me dites, pardon, où est-ce qu'il va? Il va parmi les morts. C'est-à-dire qu'il enfin, vous aviez déjà tous vu Searchers ou pas? C'est la première fois? Ah bah ça, on pourra en parler après. Ça doit être intéressant quand on découvre Searchers la première fois. Comme quoi, il n'y a jamais de vieux films, il n'y a que des films qu'on n'a pas vus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dernier plan a été ultra commenté. Le problème de Searchers, c'est que c'est un des films les plus commentés de l'histoire du cinéma. Donc, venir parler de Searchers, on a l'impression qu'on arrive après 25 000 batailles qui ont été menées et gagnées, quoi. Mais il y a eu des pages entières écrites sur ce dernier plan. Et évidemment, dans la filmographie de John Ford, il y a un avant et un après Searchers. On sent que là, pour John Ford, pour plein de raisons sur lesquelles il serait peut-être trop long de s'étendre, mais que la fin de The Searchers marque la fin de quelque chose pour lui. Et d'une certaine manière, ce qui est très très beau, c'est que comme on est filmé depuis un encadrement de porte, et rappelez-vous que le film s'ouvre aussi avec un encadrement de porte, donc le film commence avec une porte qui s'ouvre et se clôt par une porte qui se ferme, comme si Ford nous disait en 1956, voilà, je rouvre presque une dernière fois, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'après, il fera Together, les deux cavaliers, il fera les Cheyennes, etc. Mais on sent quand même que ce film est un film mausolée, est un film testamentaire. C'est un film qui nous dit, regardez une dernière fois le western. En fait, c'est comme ça que le film est construit du début à la fin. Et donc, il ouvre une dernière fois la porte sur Monument de Vallée, avec cet anachronisme, enfin, cette erreur géographique géniale dont il se foutait complètement, qui est Texas 1868, plan suivant, Monument de Vallée. Enfin, même si on n'est pas aux États-Unis, il y a quand même il y a un problème. Et ça, j'adore, parce qu'on voit que Ford était à la fois ultra rigoureux en termes de mise en scène, c'est prodigieux de bout en bout, et il y a plein d'exactitudes sur lesquelles la légende, faut pas imprimer la vérité. Exactement, c'est la vérité qui l'intéresse toujours, et pas l'exactitude. Hein, il fera ensuite un film Liberty Valance là-dessus, mais cette distinction, même, elle est toujours très pertinente aujourd'hui. Il y a des cinéastes obsédés par l'exactitude, où on dit ouais, mais t'es exact, mais t'es pas vrai.
Et Ford, c'est la vérité qui l'obsède. Et donc ça pour dire que le film s'ouvre avec cette espèce de foyer. Encore une fois, tous les plans filmés depuis l'intérieur de la maison, de la grotte, incarnent le foyer. Au début, Ethan Edwards revient vers le foyer. Donc on voit, alors ça serait trop long, mais vous avez sans doute compris qu'il y a 3 ans qui se sont écoulés entre la fin de la guerre de sécession 65 et le début où le film commence. 3 ans qui vont rester une sorte de hors-champ du film. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été une sorte de mercenaire, de hors-la-loi, avec l'armée de Maximilien. Il revient avec des fausses pièces. Voilà, il y a un truc un peu obscur. En gros, ça a été une sorte de criminel, de hors-la-loi, de bandit ou de mercenaire après la guerre de sécession. Sudiste qui a perdu, etc. Donc, il revient au foyer. Mais est-ce que c'est son foyer? La question, dès le départ, elle est posée. Et on voit bien qu'il y a 2 façons de lire l'arrivée d'Ethan Edwards au début du film. Soit il revient au foyer parce que c'est ce qui lui reste de famille, son frère, la femme de son frère, etc. Ou bien, de façon plus secrète et plus profonde, il revient au foyer parce que la femme qu'il aime, elle est là. Et la femme qu'il aime, c'est Martha. Et quand vous regardez le film, tout est fait en permanence pour nous expliquer que Martha est amoureuse d'Ethan Edwards et vice-versa, que c'est l'amour en fait réel, avec cette séquence absolument géniale dans laquelle le shérif Clayton, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ward Bond, attend que Ethan Edwards prenne ses affaires. Et Martha est dans une pièce à côté, elle est en train de caresser amoureusement l'uniforme de John Wayne. Ça, c'est Ford, hein. Il n'y a pas de long discours, il n'y a pas de gros plan, il n'y a rien. Ce geste dit absolument tout. Et Ward Bond, très pudique, comprend enfin qu'effectivement l'amour secret de Martha pour Ethan Edwards est ce qui fonde toute leur relation, on pourrait dire. Et il fait celui qui regarde ailleurs et il ne se retourne pas pendant que les deux s'envoient des signaux. Et donc pour le spectateur aussi, en gros, amoureux d'une certaine manière. Donc le foyer pour John Wayne, c'est ça. Mais il doit le quitter précipitamment. Bon. Et à la fin du film, pour revenir là-dessus, on se retrouve avec un personnage qui ramène quelqu'un dans un foyer, mais c'est plus le même. D'ailleurs, c'est le contre-champ total, le Porsche à gauche, le Porsche à droite. Quand vous regardez la composition, vraiment, plan fordien par excellence, les femmes qui regardent, on pourrait dire, ou la famille qui regarde l'aventurier partir depuis le Porsche. Et à la fin du film, on ramène quelqu'un au foyer, c'est Debbie, avec une famille de substitution qui est là. Donc le foyer, il a complètement changé de nature. Au début du film, c'est une famille sanguine, avec des liens sanguins. Le père, la mère, les enfants. À la fin du film, c'est une famille qui va récupérer une fille qui a passé du temps chez les Indiens, qui n'est pas sa fille, avec Moïse sur son rocking chair sur le côté, etc. Et c'est génial cette idée-là, parce que ça nous montre toute l'évolution de ce que c'est que en gros, le going home, selon Ford. Le home, au début, c'est la famille de sang. Le home, à la fin, c'est la famille qu'on s'est choisie. Et ça, on est passé, on pourrait presque dire, d'un truc très... à la limite classique, conservateur, à une dimension totalement progressiste du film. Et Ford, il effectue tout ce trajet politique en l'espace de 2 heures. À la fin, le home, c'est pas le home du début, ils sont tous massacrés, quasiment. L'une a été défigurée, l'autre a été kidnappée, les parents ont été massacrés, etc. Et un nouveau home est en train de surgir, de l'Amérique qui est en train d'arriver, où il va falloir accepter qu'une famille, c'est pas forcément des gens qui ont du lien de sang ensemble. Et Debbie est acceptée dans ce nouveau foyer où plus personne n'est, d'un point de vue, on pourrait dire un peu classique, ne constitue une famille classique américaine. Il y a un espèce de semi-fou qui est là, qui est toujours habillé vaguement comme un Indien sur son rocking chair et qui a en même temps un côté un peu oracle. C'est quand même mine de rien à chaque fois lui qui nous dit où il faut aller. Il y a une famille qui a perdu sa fille et qui ne saura jamais qu'elle a été massacrée de la façon dont ils ont été massacrés. Son fils, le fameux Harry Carey Jr. Et puis voilà, c'est une espèce d'agrégat. Et ça, c'est la question qui, moi, m'a toujours intéressé chez John Ford. C'est quoi une famille ou une communauté? Donc ça veut dire c'est quoi l'Amérique? Parce que c'est le grand sujet américain, il n'y a pas d'Américains à part les Indiens natifs. Et il nous dit Ford, pendant toute sa filmographie, et dans Searchers, et un peu La charge héroïque avant, et beaucoup dans les films après, il nous dit finalement, tout le problème de l'Amérique, pour qu'elle tienne l'Amérique, il faut qu'elle arrive à la fois, on pourrait dire, à constituer une sorte de contour, il faut qu'elle ait des limites, ça c'est important, une famille, c'est un endroit qu'on va retrouver, et en même temps, il faut qu'elle s'ouvre, parce que si elle ne s'ouvre pas, elle meurt d'asphyxie. Massacre de Fort Apache, pour ceux qui ont vu le film, John Wayne, Henry Fonda.
les deux logiques communautaires de chez John Ford, c'est John Wayne et Henry Fonda. Henry Fonda qui est l'homme qui va fermer la communauté et à la fin tout s'asphyxie. Parce que l'Amérique, la communauté, il faut qu'elle prenne de l'air, qu'elle fasse venir des gens d'horizons différents. Et puis John Wayne, qui est l'homme de l'ouverture, qui nous dit il faut aller parler avec les Indiens, avec Cochise. Et la fin du film, c'est comment est-ce qu'on est passé d'un foyer façon Henry Fonda à un foyer façon John Wayne. Puisqu'à la fin, il faut accepter Debbie. C'est ça l'Amérique. Si elle veut survivre, il faut qu'elle accepte d'agréger ces gens-là. Mais il ne l'accepte pas, John Wayne. Oui, et pourquoi il l'accepte pas? Parce que lui, il a cette espèce de conscience absolue que c'est un homme du passé maintenant. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vieilli, John Wayne, pas uniquement physiquement. Les 2-3 ans qui se sont écoulés. Alors, le film est extrêmement curieux dans son déroulé de la chronologie. Même d'un point de vue spatial, c'est un film qui tourne en rond. Et d'un point de vue chronologique, c'est un film qui produit des sortes de sauts temporels très bizarres. On n'est pas du tout dans une ligne classique du récit. Et à la fin, John Wayne, il comprend avec le moment où il dépose Debbie dans cette nouvelle famille américaine qui est en train d'émerger, ça veut dire l'Amérique de demain, il comprend que lui n'a plus sa place. Non pas qu'il l'accepte pas, parce que c'est très beau, finalement, c'est l'homme du passé amène le personnage qui va construire l'Amérique de demain. Le geste de John Wayne, il est formidable. Autrement dit, le personnage le plus antipathique qui soit, il ne faut pas le rejeter. Il a un truc à donner dans la vie, et ce qu'il va donner, c'est génial quand même. Hein. Il va donner des billes, il va permettre à l'Amérique de se perpétuer. Mais lui, après, il est obligé de se retirer. Et il se retire dans le lieu totémique de John Ford, qui est Monument de Vallée, où il a tourné 8 ou 9 films. Et donc, ce moment est génial parce qu'il n'y a pas de foyer pour lui. Il y en a pour Debbie, en fait. Il n'y en a pas pour lui. Lui, c'est l'homme du passé. Et il accepte de retourner dans la profondeur de champ, dans l'histoire, ce qui fait qu'on a un personnage qui passe en l'espace d'un plan, d'un humain, à un mythe. Et c'est le mythe John Wayne qui se fonde, etc. Il faut rappeler que lorsque John Wayne met son bras droit sur son avant-bras gauche, vous avez vu ce geste très emphatique. Pour l'anecdote, John Wayne était un peu bourré quand ils ont tourné ce plan-là. Il avait beaucoup bu. Et on le voit, parce qu'il n'y a pas une démarche plus typique que la démarche de John Wayne. Hein. De dos, c'est Godard qui disait les grands acteurs savent jouer de dos. Et John Wayne, il joue très très bien de dos. Et donc, on le voit repartir comme ça, et il met la main sur l'avant-bras. Et pourquoi il met la main sur l'avant-bras à ce moment-là? Parce qu'au moment du tournage, il y a John Ford qui est là, qui regarde. Il y a la femme de Harry Carey qui joue la femme Jorgensen. Il faudrait peut-être que tu... Voilà. Mais c'est important, c'est qui Harry Carey? Harry Carey, c'est une grande star, une des premières grandes stars du western, après les grandes stars du western chantant. Hein. Une des grandes stars du western avec laquelle Ford a tourné la plupart des grands films de la première partie de sa carrière, notamment de la carrière du muet. Parce que quand même rappeler que John Ford est un cinéaste qui vient du muet. Et là, encore une fois, La période du désert est un film qui prouve à peu près à chaque plan que c'est quelqu'un qui vient du muet, qui préfère à toujours une image, une idée, un plan, plutôt qu'un dialogue qui explique. C'est vraiment un film d'un cinéaste qui vient du muet, La période du désert. Que c'est pas le seul. Hein. Et donc, Harry Carey a été une figure tutélaire très importante pour John Ford, parce qu'il était plus âgé que John Ford. Il avait accepté de jouer pour John Ford, il avait mis presque le pied à l'étrier. Et il est mort, et c'est la femme d'Harry Carey qui joue le rôle de la femme Jorgensen. Et John Wayne, pour rendre hommage à Harry Carey, après on pourrait presque dire à son mentor, à lui en tant qu'acteur, pour faire plaisir à la femme d'Harry Carey et pour faire plaisir à Ford, il décide de reprendre ce geste qui était le geste que faisait Harry Carey dans tous ses films, notamment, si vous avez l'occasion de revoir Rancho Diavolo, film de Ford 1919, on le voit faire ça à plusieurs reprises. Et donc, on va me dire c'est très codé, peut-être, mais à l'époque non. Le spectateur de 56 de western, Harry Carey, il le connaît évidemment parfaitement, et il voit à ce moment-là John Wayne qui décide de faire surgir l'histoire et le fantôme d'Harry Carey, cette grande star du western, en reprenant son geste, et on le voit qui part comme ça dans Monument de Vallée, que John Ford filme comme un mausolée. Je pense que c'est à la fois l'endroit que lui a découvert en tant que cinéaste. D'ailleurs, très peu sont les cinéastes qui ont osé s'aventurer à Monument de Vallée après John Ford. Il y en a, hein. Même quand Léon fait Une fois dans l'Ouest, il veut à tout prix, à un moment donné, vous vous souvenez, vous avez tous vu l'Ouest de Léon? Et voilà, cette fameuse séquence de Chloé Cardinal, Monument de Vallée, enfin bref. Et alors,
tout le monde a eu des réactions très différentes là-dessus. Il y en a qui ont trouvé ça infernal. Enfin, bon. Mais voilà, c'était pour... Léon écrivait d'ailleurs de Ford que lui avait construit une première partie d'un chemin et que lui voulait construire la seconde. Donc Léon ne s'est jamais construit contre Ford, il s'est construit toujours dans la reprise, dans la continuité de Ford, et il voulait à tout prix marquer ça en allant tourner une séquence à Monument de Vallée. Mais il y en a eu d'autres, évidemment. Mais pour Ford, c'est Monument de Vallée, c'est son terrain. Ça reste... même aujourd'hui, hein, c'est pour ceux d'entre vous qui êtes déjà allés à Monument de Vallée, il y a plein d'endroits à Monument de Vallée qui sont des endroits où on ne peut pas ne pas penser à John Ford quand on va à Monument de Vallée, où il a tourné tant de films. Et là où il a les endroits aujourd'hui qu'on peut le plus visiter, c'est ceux de la promenade du désert. Hein, l'espèce de grande avancée rocheuse que vous voyez un petit moment, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est l'endroit où ils ont installé le John Ford Point. Il y a un endroit, vous allez à Monument de Vallée, il y a le John Ford Point. Et c'est le bout de cette espèce de butte, et qui est tout proche d'ailleurs de la cabine de Nathan Britteuse, She Wore a Yellow Ribbon, le film qui tourne en 1948, La Charge héroïque, qui a été conservé. C'est le seul décor du film, c'est la cabane de la Charge héroïque. Et donc voilà, et donc pour Ford, c'est un mausolée d'une certaine manière, mais à la fois un mausolée, on pourrait dire, de la conquête de l'Ouest, de la civilisation indienne, etc. Rappelons que Ford avait été adoubé sur la fin de sa vie par les Indiens, qui lui avaient donné un nom qui s'appelait Nathan Inez, ça voulait dire le bon soldat, d'une manière. Et c'est un mausolée. Et d'ailleurs, il faudrait presque reprendre le film plan par plan, mais il y a un très très beau moment au tout début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'ils sont tous amenés à sortir de la maison. Ils comprennent après coup que c'est un piège, puisque la famille va être massacrée. Et on voit Martha et Debbie, toutes les deux sur le porche, qui sont l'une à côté de l'autre, alors que John Wayne et la bande sont en train de partir à la recherche, disons, du bétail massacré. Et il y a juste à la fin de ce plan une espèce de fondu enchaîné avec un endroit très connu de Monument de Vallée qui s'appelle Mine Boot, qui est le petit pic très très fin à côté de l'énorme masse rocheuse. Et vous vous rendez compte que Ford est en train de nous dire, Martha et Debbie, c'est comme les buttes de Monument de Vallée. Autrement dit, il nous dit dans ce fondu enchaîné que le danger n'est pas au bout du champ où tout le monde est en train de courir à cheval, qu'il est là. Et il est déjà en train de nous dire que Debbie et Martha, c'est déjà le mausolée. Autrement dit, elles vont mourir. Et il les inscrit dans Monument de Vallée de cette manière-là. Donc ce plan de fin, il est magnifique. C'est aussi un plan qui nous dit, bah voilà, il y a une certaine idée du western classique américain qui se ferme avec les promenades du désert, parce qu'on n'avait jamais vu un personnage comme ça auparavant. C'est un personnage totalement atypique, un personnage complètement obstiné. Même le film est très très étrange dans sa façon de ces trois grandes parties. La deuxième partie racontée du point de vue de la lettre. C'est un film très, quand vous le regardez dans le détail, qui est totalement nouveau, qui n'est pas du tout perçu comme ça d'ailleurs, entre parenthèses, à l'époque par les critiques américaines ni même françaises, mais qui est complètement nouveau. Et il y aura dans l'histoire du western un avant et un après, et cette fin nous raconte ça. Évidemment que le western va continuer. Alors, il sera moins florissant qu'il a été dans les années 40-50, mais il va quand même continuer. Mais là, on pourrait presque dire que Près du désert, c'est la fin du western classique. Voilà. Et je pense que le dernier plan du film, c'est le dernier plan de tous les westerns classiques. Après, il y en aura d'autres. Il y aura un Fort Tardif, va se développer Anthony Mann, va arriver Peckinpah, et puis tout le nouveau western, etc. Et d'ailleurs, la Promenade du désert, tu ne m'as pas posé la question, mais j'y réponds quand même. Il y a au moins 10 questions auxquelles tu as répondu. Ah non, il y en a une. Non, je dis ça parce que il y en a une. Même les images que je voulais montrer, je ne les montrerai plus. Ça y est, t'arrêtes. Pardon. Mais il y en a une sur The Searchers qui est hyper importante, c'est que moi, il y a très très longtemps, quand j'avais commencé à bosser sur les années 70 ou autres, je voyais bien, en voyant des films américains dits des années 60-70, et en rencontrant des cinéastes de cette période-là, combien The Searchers était un film important pour eux. Et pour être tout à fait honnête, moi j'ai mis du temps à trouver que The Searchers était l'un des 2-3 meilleurs films de Ford. Moi pendant très longtemps, pour moi, un film comme Quelle était verte ma vallée, Les raisins de la colère, La charge héroïque, sont des films aussi importants. Pas du tout Le Mouchard, Dieu est mort, qui me semblaient des films plus faibles. Mais bon, il y en avait 3-4, etc. Et peu à peu, j'ai compris, et notamment au contact des films américains des années 70, parce qu'il faut rappeler quand même que quand le film sort The Searchers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas du tout considéré comme un film important par la critique américaine. Il y a deux choses intéressantes, c'est que la plupart écrivent oui, c'est un western de plus, comme on en a vu plein. Alors là, cela dit, c'est en VistaVision. La VistaVision est quelque chose d'absolument stupéfiant à l'image.
Quand vous comparez ça avec La Charge héroïque, qui est aussi tournée en couleur, mais pas en VistaVision, il y a vraiment une différence importante. Mais les critiques américaines ne voient pas du tout en fait, de différence. Et il y a même un truc très très drôle, c'est que pour eux, Ethan Rader, c'est même pas un personnage raciste. Tout va bien. Tout va bien avec John Wayne, il est normal. Mais en même temps, on peut ricaner de ça aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce qu'un film est toujours un film de son temps, de son contexte, de son époque. Et il ne faut pas oublier que 1956, au moment où John Ford va tourner ce film, qui est adapté d'un roman d'Alan Lemay, qui s'appelle The Searchers, un récit de captivité, comme il s'en écrivait beaucoup à l'époque. Alan Lemay, c'est notamment lui qui a écrit aussi un livre qui donnera lieu à un autre film qui est Le Vent de la plaine de John Huston, 2-3 ans plus tard, qui est aussi un récit de captivité, mais presque le contre-champ de la période du désert. Et donc, quand John Ford adapte, on est en 55-56, il se passe des choses aux États-Unis. Et le film, comme on dira qu'il y a des films qui sont les reflets de la guerre du Vietnam, du Watergate, de la guerre en Irak, du 11 septembre, il est le reflet de l'Amérique des années 50. Il y a plein de trucs qui se passent, mais il y a 2 trucs importants. C'est la question du macartisme, qui a considérablement ébranlé John Ford. C'est-à-dire que il y a le Ford d'avant le macartisme et le Ford d'après. Il y a plein d'anecdotes très connues sur la façon dont Ford s'est dressé contre certains cinéastes qui voulaient commencer à dénoncer parmi leurs collègues qu'on soupçonnait de communisme, à commencer par Cécile B2000, qui voulait jeter à la vindicte populaire Mankiewicz. Et c'est très très connu, Ford avait pris la parole lors de cette réunion en disant, grosso modo, j'aime beaucoup vos films, Cécile B2000, mais là vous êtes un sale con, pour faire court. Moi je vais voter pour Mankiewicz. Et ça, en fait, ça a beaucoup affecté John Ford, cette idée d'un seul coup qu'entre Américains, parce que... il peut y avoir une division, la question de la délation, presque du racisme idéologique qui pouvait surgir, l'a beaucoup affecté. Et il faut rappeler que Ford, il y a 2 moments qui ont beaucoup compté dans l'histoire, son histoire personnelle et donc dans l'histoire de ses films. C'est la guerre de sécession, qui pour lui est un moment extrêmement important de l'histoire américaine, les moments où des Américains se font la guerre entre eux, et la question du macartisme. Et donc, ce que je veux dire, c'est que The Searchers est un film qui vient à la fois au moment où, juste après tout le moment macartisme extrêmement noir, enfin anti-rouge, mais noir américain, et on sent qu'il y a la trace de ça quand même dans le film, et la question des droits civiques, qui est en train d'émerger complètement. Rosa Parks, c'est 55. Et donc les premiers décrets qui arrivent en disant non à la ségrégation, les étudiants noirs et blancs doivent être ensemble maintenant. Ça va poser beaucoup de problèmes, mais il est contemporain de ça. Vous voyez tout ce qu'on se racontait sur la question de la famille, de la sanguinité, la façon dont on accueille l'autre, etc. est quelque chose qui est présent dans la prière du désert. Et une des grandes nouveautés pour moi du film, et j'ai compris pourquoi après les cinéastes des années 70 en fait, avaient élu ce western de John Ford comme leur film fétiche à eux. D'ailleurs, ils en feront plein de remakes. Vous avez tous vu Taxi Driver de Martin Scorsese, c'est un remake caché de la prière du désert. Hardcore de Paul Schrader, c'est un remake caché. Voyage au bout de l'enfer, sa seconde partie, quand De Niro repart au Vietnam chercher Christopher Walken, il va rechercher sa Debbie à lui. Et d'ailleurs, Walken a un bandeau rouge sur vous avez tous vu Voyage au bout de l'enfer? Non, parce que quand même... C'est dingue. Tu te sens obligé parfois de poser certaines questions. Bah oui. Et parfois, tu es surpris des réponses. Et non, mais je dis ça, tu vois, c'est un micro-détail. Moi, j'y pense, mais dans Voyage au bout de l'enfer, quand De Niro va dans le bouge de Saïgon retrouver Walken, donc c'est vraiment Ethan Edwards qui va rechercher Debbie parmi les Vietnamiens. C'est la même chose. Walken, il a disparu, on ne sait plus où il est. Il a passé du temps avec les Indiens, en l'occurrence là, avec les Vietnamiens. On va le rechercher pour le ramener à la maison. Exactement, c'est vraiment Voyage au bout de l'enfer. Sa seconde partie est un remake de Searchers de Ford. Et il y a un truc, un signal, mais je dis ça parce que pour en avoir parlé avec Chimino qui m'avait dit, j'ai trouvé ça absolument génial. Je lui avais dit, mais pourquoi il a un bandeau rouge là, Walken? Il me dit, mais parce que ce bandeau rouge, c'est le rappel de la trace de sang qu'a une des filles folles que découvre John Wayne lorsqu'il découvre ces jeunes blanches qui sont ramenées par l'armée. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que le bandeau rouge de Walken dans le film nous dit déjà que c'est impossible de retrouver Debbie. Avant même que De Niro lui parle, tu te souviens des arbres, il a une lueur, c'est trop tard, il tire. Et donc, comme quoi, le simple motif du front barré, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film-là, renvoie à la folie de cette femme blanche. Parce qu'il y avait 3 options à chaque fois. La femme était tuée, la femme était devenue complètement folle, ou le pire,
pour l'esprit raciste de John Wayne, c'est qu'elle n'est pas tuée, elle n'est pas folle, elle est encore humaine, elle a une partie blanche et une partie indienne. D'ailleurs, à l'époque, vous rendez compte, je dis ça parce que c'est pour raison du Code Hayes ou de ce qu'on appelle la miscegenation, c'est-à-dire les relations totalement taboues entre noir et blanc, mais entre notamment blanc et indien, et que John Wayne a l'intelligence de ne jamais cadrer ensemble Déby et Scar. Et il ne le fait pas. John Ford. De jamais cadrer Déby, Nathalie Wood et Scar, alors qu'elle est une des femmes de Scar. Il savait qu'à l'époque, le Code Hayes n'aurait pas permis. C'est une des femmes de Scar. Il lui montre le scalp de Martha, avec la question qui est toujours, il les garde jusqu'à ce qu'elles soient en âge 2. 3 petits points. Ça, c'est le Code Hayes qui parle. Et John Ford n'a pas besoin de dire jusqu'à son âge de copuler, d'avoir un garnement, c'est pas la peine. Ça, c'est sur la grande retenue de Ford. Il ne le dit pas, mais on l'a entendu extrêmement fort, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, on pourrait presque dire, caractéristique en fait, de la façon dont Ethan Edwards en fait, est complètement est chamboulé par ça. Parce que ça ne correspond pas à ces deux fantasmes assez commodes, finalement, de femmes blanches prises par des Indiens, folles ou tuées. Là, c'est un autre cas de figure, et qui avec le cas de figure de l'avenir, puisque ça mène à la mixité, à tout ce presque à la modernité, de certaine manière. La fin de Searchers, c'est notre époque à nous qui est en train d'arriver. Et c'est ça qui est très, très beau. Et donc, tous ces cinéastes américains-là des années 70, pour revenir à eux, ils ont adoré Searchers parce qu'ils avaient conscience, même parfois de façon intuitive, que ce film était en train de paver le chemin des 70s. Et pourquoi il le pavait ? Parce qu'il n'y a plus, on pourrait dire, la frontière qui sépare le bien, le mal, le soi et l'autre, le champ, le hors-champ, elle est devenue interne. Je ne sais pas si ce que je raconte est clair, mais c'est-à-dire que la ligne de fracture, elle passe dans les personnages. Martin Poley, il a un peu de sang indien et il a un peu de sang de colon. Ethan Edwards, il va sauver Déby, en même temps il est raciste. Tous, en fait, ont une ligne comme ça, de fracture, on pourrait dire interne. Et quand on lit le film de façon un peu psychanalytique, et c'est une évidence d'ailleurs, le personnage de Scar est le double de John Wayne. Tout le film travaille avec cette idée que c'est le double, c'est le refoulé fantasmatique de John Wayne, c'est ça. Puis ce qu'on pourrait presque dire, là c'est faire de la psychanalyse de bazar, mais ça marche quand même assez bien, c'est qu'en fait Scar a tué Martha, comme Ethan n'a pas pu posséder Martha, c'est Scar qui l'a tué. Et en fait, il va épouser Déby, ce qui fait que Déby c'est compliqué dans le film, parce que c'est à la fois la fille que n'a pas eue, en réalité, John Wayne avec Martha. Bon. Et Scar, il fonctionne en couple avec Ethan Edwards. On peut prendre l'un va de manière avec l'autre, jusqu'à ces répliques qui s'envoient à la fin. Je ne sais pas, tu te souviens quand ils disent, voilà, t'as appris l'anglais où, t'as appris l'indien où. Mais en fait, les deux se reconnaissent. Et d'ailleurs, quand il met en scène leur dialogue, il les met en scène comme si les deux se regardaient dans un miroir. C'est très très beau, etc. Donc, autrement dit, la question de la ligne de fracture, elle ne passe plus entre les bons et les mauvais, entre l'Amérique et ceux qui ne le sont pas, elle passe dans les individus, ce qui va être quelque chose qui va obséder tous les cinéastes américains. Et évidemment, cette idée que le fameux mal intérieur, pour moi, le plan le plus important de Searchers, il y en a 1000, mais le plan le plus important, c'est évidemment le retour de Déby. La première fois, lorsqu'il la découvre, contre-champ, elle tient la lance avec l'escape, etc., etc. Il dit « retrouve-nous », et puis on la voit dévaler de la crique. Vous vous souvenez de ce plan-là, qui est un des plus beaux plans du film. On a John Wayne et Jeffrey Hunter, et elle surgit comme ça du fond du plan, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. John Wayne veut tirer dessus, et Martin Poley s'interpose, etc. Et pour moi, alors c'est mon propre délire personnel, mais c'est quand même mon délire. C'est que je pense que l'histoire du cinéma américain change exactement dans ce plan-là. Ça veut dire d'un seul coup que ce qu'on pensait être l'autre, l'Indien, si c'est l'autre, il vient du hors-champ. C'est pas compliqué. Ça, c'est la gestion du cadre dans le cinéma américain. Le hors-champ a une gestion politique du cadre. Et tout le cinéma de Ford, c'est ça. Il a toujours utilisé le cadre comme ça. Quand on n'appartient pas à l'Amérique, quand on rentre dans le champ, on vient du hors-champ. Et là, l'autre, ce qu'on pensait être l'autre, folle, etc., elle arrive par la profondeur de champ. Donc politiquement, ça change tout. Et là, il n'y a pas de grand statement, il n'y a pas de... Non, Ford nous raconte tout politiquement uniquement avec ça, en nous disant, mais tu sais, cette autre-là, elle vient de la profondeur de champ. Autrement dit, elle vient de l'intérieur, elle vient de nous.
Et ça change tout. Cette idée que d'un seul coup, l'autre puisse arriver de l'intérieur va faire naître, surgir l'ère du mal intérieur. Rosemary's Baby, La Nuit des Morts Vivants, le zombie. Le zombie, c'est un cousin de Searchers. Hein. Mais bah, eux, c'est nous, quoi. Voilà. Et ce plan-là, il est capital dans le film parce que je pense que là, il y a un changement radical chez Ford. Plus jamais il filmera les Indiens, et voire même les Noirs, Sergent Noir. Sergent Rutledge, un film avec Woody Strode, un très beau film qui tourne en 60, de la même manière. Je pense que pour Ford, il y a un truc qui a changé exactement là. Pardon, c'était un peu long. Non, mais je ne plaisante pas. J'avais l'image donc de Debbie, voilà. Mais ça sert à rien. Je veux dire, tu arrives. Mais en fait, tu en as parlé de ces images-là. Il y avait l'image de la fin. Effectivement, il y a une image. Mais comme il est 15h47 et je crois que tu as dit. Je pense qu'il faut quand même que le public participe. La dernière image, c'était l'image de la sœur de Lucie. Lucie qui va donc se faire massacrer, et c'est le fameux travelling avant sur Lucie qui crie. Et en fait, je voulais aussi parler de ça, c'est qu'on oublie souvent de le dire, mais ça reste quand même un film extrêmement effrayant. On est vraiment même parfois dans l'horreur, et je trouve mais bon, tu as répondu à ça, c'est que effectivement Ford a cette manière de filmer qui est assez déstabilisante, c'est de l'ordre même du fantastique, et je pense, je sais pas. Tu sais, je t'interromps 2 secondes parce que c'est Bogdanovich qui racontait ça à propos de Ford. Il disait, c'est une réponse très très courte, c'est Bogdanovich. Ah, Bogdanovich, pardon. Nietzsche, j'ai pas bien connu. Mais, et Bogdanovich avait demandé à Orson Welles, qui est un immense admirateur de Ford, et de Hawks aussi. Parce qu'il faut rappeler quand même que dans le film, Ford, il rend plein d'hommages discrets à plein de gens. Il y a le cas, évidemment, on parlait de John Wayne et d'Harry Carey, etc. Mais le personnage de Scar, c'est un hommage de Ford à Scarface. Enfin bon, il y aurait plein de choses à raconter. Bogdanovich avait demandé à Welles, mais finalement il adore les deux, Hawks et Ford, comment il définirait leur différence en fait. Et Welles avait dit Howard Hawks c'est le maître de la prose, Ford c'est le maître de la poésie. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que voir vraiment le Ford, c'est un poète, d'une certaine manière. Et quand tu parles de la question fantastique ou autre, on pourrait parler longuement du jeu sur les tombes. Hein, vous avez vu l'arrivée, le personnage dans un cimetière, à côté d'une tombe, ou parlant à une tombe, etc. C'est un motif fordien qu'on a tellement souvent. Et c'est un plan devenu très très célèbre, d'ailleurs, le moment où Debbie est blottie contre la tombe, avec sa petite poupée, d'ailleurs, d'où l'importance de la poupée qui terminera dans les bras de la folle. Hein, et le regard de John Wayne, travelling avant sur le regard de John Wayne, après qu'il ait vu la folle avec la poupée. De cette manière, ça c'est Debbie. De cette manière, il souhaite que Debbie soit comme ça. D'où le fait qu'elle ait cette poupée entre les mains. Et le motif de la tombe est fabuleux. Debbie est blottie et on voit cette espèce d'ombre de Scar comme ça qui arrive et qu'on retrouvera dans plein de films. D'ailleurs, qu'on trouvait déjà dès 31 dans M le Maudit, hein, pour ceux qui s'en souviennent. M le Maudit utilise exactement l'arrivée de Peter Lorre sur le corps de la petite fille. C'est la même chose que chez Ford. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de Ford avec cette façon dont c'est toujours... En fait, il y a toujours dans les films de Ford, les vivants parlent toujours aux morts. Hein, d'où l'importance pour lui de la question du mausolée, de la mémoire. Il y a toujours cette idée-là, en fait, que les morts sont toujours présents. Dans La Charge héroïque, il y a une séquence géniale où John Wayne parle à sa femme, il arrose des plantes, etc. Et puis une ombre à nouveau apparaît sur la tombe de sa femme. Et puis ça se met à parler et on ne sait plus si c'est sa femme qui parle comme revenue d'entre les morts, et en fait non, ça sera une jeune prétendante qui est là, mais sur ces moments un peu étranges chez Ford, où le passé revient toujours par le milieu de l'image. Hein, c'est vraiment un cinéaste comme ça de la mémoire de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des questions, des contradictions, voilà, ou des envies, des idées? Bon, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Le film, vous parliez là tout à l'heure du coup d'un film qui pave un peu les années 70, enfin le cinéma américain des années 70. Et
Alors déjà, je suis assez d'accord parce qu'en effet, je le trouve même assez moderne, si je puis dire en fait. C'est pas un gros mot, hein, c'est vrai. Hein. Moderne dans le sens où, certes, le personnage du héros, donc interprété par John Wayne d'ailleurs, qui est un anti-héros, en fait, donc c'était une nouveauté dans le western classique, mais il y a aussi le fait que c'est un film qui n'a aucun manichéisme en fait. Et je veux dire, les Amérindiens ne sont pas montrés. C'est pas un film progressiste de John Ford. C'est un film qui a un certain côté dialectique, je trouve, par rapport à ça. Les Amérindiens sont aussi montrés en fait comme, surtout d'ailleurs les Comanches comme belliqueux. Et en même temps, du coup, il y a aussi d'autres représentations d'Amérindiens qui sont montrées positivement. Et les Blancs sont montrés aussi, parce qu'il n'y a pas que John Wayne, moi je trouve qu'en fait la plupart des Blancs sont montrés aussi comme très racistes dans leur discours. D'ailleurs, les Blancs sont vraiment montrés comme des personnages très mauvais en général. Ouais, alors oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est compliqué parce que encore une fois, il faut toujours se remettre dans le contexte là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que en 56, on va dire aujourd'hui sont des personnages racistes. Je dirais qu'on est en 56 dans la mesure où ce qu'on a d'une certaine manière, le racisme est quelque chose de l'ADN naturel. Donc il y a ceux qui le sont plus ou moins, et l'être un peu moins, c'est déjà l'être pas du tout en réalité. Donc notre regard rétrospectif, il est compliqué là-dessus. Mais vous avez raison sur la question d'idées blancs ou autres. En même temps, moi, ce que je trouve assez impressionnant dans le film, c'est que parce qu'il y a le contre-champ de La Promenade du désert, Little Big Man, par exemple. Bon, vous avez tous vu ce film d'Arthur Penn en 69, avec l'épisode de Luke, qui est repris avec Dustin Hoffman, etc. Soldat bleu de Ralph Nelson, qui sont des films qui vont essayer de s'inscrire dans le contre-champ du western, mais d'avant La Promenade du désert. Bon, sont presque des films qui développent certains éléments de La Promenade du désert. Effectivement, la femme indienne, le massacre des Indiens, que Ford filme avec beaucoup de retenue lorsqu'ils arrivent à la fin, la mort de Luke d'un seul coup, qui nous a fait bien fait rire, avec un truc presque étrange, quand Martine Hippolyte lui botte le cul et qu'elle tombe de la colline. Hein, on se dit, ouais, mais quand même, ça se fait pas. Ouais, mais genre, si on a un œil de 2022, on botte pas le cul à une femme en haut d'une colline, c'est vrai. Mais en 56, ça se faisait. C'était plutôt cool. Non, je plaisante. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu dans les années 60-70, et je me fais un peu l'avocat du diable, un désir en fait de refilmer le point de vue de l'histoire américaine et le point de vue de l'histoire de l'Ouest du point de vue des Amérindiens. Bon, Custer étant la figure dans Little Big Man, Custer est un bouffon absolu, alors qu'il avait plutôt été valorisé dans le cinéma classique américain. Et là, on voit chez Ford que c'est pas, on est dans l'entre-deux. Hein, Custer est pas du tout le personnage un peu héroïsé par le discours un peu classique de la conquête de l'Ouest. Bon, mais dans ce grand mouvement de relecture de l'histoire de l'Amérique du côté des Amérindiens, il y avait aussi un peu le désir, et ça c'est intéressant parce que Ford tombe pas là-dedans, en fait, de faire des Indiens des blancs comme les autres. Bon. Et là, ce que j'aime beaucoup dans Searchers, ce qui est compliqué, audacieux et violent en même temps, c'est qu'il nous dit non, il y a un moment donné, il faut accepter l'altérité totale, d'une certaine manière. Il y a des moments, or les Comanches, on sait que c'était les Indiens les plus violents de toutes les tribus. Rien par rapport aux Apaches, aux Navajos, etc. Les Comanches, c'était hardcore, quoi. Et Ford nous dit à un moment donné, d'une certaine manière, reconnaître l'autre, c'est aussi reconnaître le fait qu'il n'est pas comme moi. Alors que dans les années 70, beaucoup de westerns dits révisionnistes, en fait, faisaient des Indiens des gens extrêmement sympas. En plus, c'est le moment post-hippie, extrêmement sympas, parce qu'en fait, c'est des blancs comme nous. Non, les Indiens, c'est pas des blancs comme nous. Et si on les respecte, ils sont très différents de nous. Et il faut accepter cette altérité absolument totale. Ce qui fait que Ethan Edwards, lui, il est à la fois raciste, mais en même temps, il reconnaît la vraie valeur des Indiens. Il les déteste, mais il les considère. D'où le fait qu'il connaît leur coutume par cœur. Pourquoi tu tires dans les yeux des deux, etc. Mais toi, t'en sais rien. Mais parce qu'ils croient que si ils vont errer comme des âmes en peine, sans leurs yeux, etc. Ce qui fait que John Wayne est celui qui déteste le plus les Indiens, mais qui les connaît en même temps le mieux. Et parce qu'il les connaît le mieux, on pourrait presque dire d'une certaine manière, c'est une forme de reconnaissance.
il leur reconnaît une forme d'existence. C'est pour ça que la question du racisme, elle est compliquée, et la question des années 70, rétablissant la vérité historique par rapport à ces films-là, en l'occurrence à Searchers, elle est très compliquée aussi, puisque c'est comme l'accusation parfois d'un peu d'anthropomorphisme, où on accepte l'autre dès lors qu'on considère qu'il est comme nous. Ford nous dit non. Et John Wayne nous dit non pendant tout le film. Il nous dit il faut les reconnaître, ils ont une valeur, une place ou autre, mais il y a une altérité absolue. Et pour nous, une étrangeté absolue. Et c'est comme ça aussi qu'il faut les considérer. Et pas les supporter uniquement parce que ils sont comme nous. Et ça, c'est vraiment un truc... C'est presque une forme de racisme au carré du blanc qui accepte l'autre à partir du moment où il dit il est comme nous. Les racistes du blanc ou du noir ou du jaune ou tout ce qu'on veut. Hein, je veux dire, on est toujours la minorité de quelqu'un quelque part. Hein. Bon. Et je trouve que le film, quand je disais qu'il est progressiste, c'est vraiment d'une certaine manière dans ce sens-là. Il pave le chemin des années 60-70 et il va presque déjà un coup plus loin que beaucoup des films dits des 70s, de cette manière. Et ça, c'est relativement audacieux. Et il pave aussi le chemin parce que il fait le personnage qui est traversé, on pourrait dire, par une forme de schizophrénie ou de courant alternatif, est quelque chose typique de ce qu'on appelle les anti-héros. J'aime pas trop ce terme, mais de héros, on pourrait dire, traversés par une ligne des années 70. Et ça, c'est le personnage, évidemment, d'Ethan Edwards. Hein, ils sont, gros, pour faire court. Hein. Mais je pense que cette question de Searchers comme étant un film qu'ont élu étrangement, hein, je veux dire, tous ces scènes des années 70, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est parce que Ford a fait énormément de très très grands films, évidemment. Voilà, chacun a ses Ford préférés sans doute. Ça serait marrant de faire un sondage. Mais ce film-là, alors qu'à l'époque il n'est pas considéré du tout comme ça, il a touché. Hein, vous voyez, on est en même temps 56. Je fais une micro-parenthèse très très courte. 56, c'est une année de dingue dans l'histoire du cinéma américain. Il y a 1000 films formidables. Il y en a 3 quand même, qui sont 3 films qui vont être les films séminaux ou matrices des années à venir. La mort aux trousses, Searchers, Invasion profanateur de Don Siegel. Dire, ouais, ça en fait comme des centaines de films derrière ces 3-là. Donc 56, il se joue un truc. Le western commence à battre de l'aile, l'arrivée de la télévision, la question du maintien des droits civiques, la question de la menace intérieure qui a ébranlé l'Amérique avec la question du macartisme. C'est très important ça, et le film est vraiment contemporain de cette époque-là. Mais 56, c'est le surgissement de 3 films incroyables de l'histoire du cinéma américain, qui sont presque 3 genres qui ont créé... Pardon ? C'est ça, qui ont presque créé 3 sous-genres. Je veux dire, les films qui sortent de la cuisse de La mort aux trousses, de Body Snatchers et de Searchers, c'est innombrable dans l'histoire du cinéma américain. Bonjour. Déjà, merci pour le film et pour l'analyse. Pour ajouter à l'idée de l'altérité absolue, de la considération de l'altérité absolue, et aussi à l'idée que l'autre est en nous, donc l'Indien se trouve dans le personnage de John Wayne. Je trouve qu'il y a, avant la décision finale de ramener Debbie, je trouve qu'il y a quand même 2 étapes subsidiaires importantes sur lesquelles on n'est pas forcément revenu. C'est que, déjà, en fait, pour dire que pour moi, c'est pas forcément une surprise absolue, c'est que déjà, il accepte quand même de léguer tous ses biens à son neveu métis, qui, au tout début du film, il n'arrive même pas à le considérer comme étant partie de sa famille. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà une progression dans sa tête de ce qui est possible de faire famille, enfin, avec quelle personne il peut faire famille. Et aussi, bon, ça, c'est peut-être pas une étape là-dedans, mais dans l'idée que John Wayne finit par intégrer l'Indien en lui, c'est qu'il finit quand même par scalper quelqu'un, ce qui est quand même le geste de violence absolue qui encapsule beaucoup du conflit racial, culturel dans la plupart des westerns. C'est que, mon Dieu, il scalpe des gens, les Comanches ou d'autres. Et donc, voilà, je me demandais si ça ne participait pas à alléger un peu l'effet de surprise absolue que vous aviez dit par rapport à la décision de ramener Debbie. Qu'en fait, c'est quelque chose qui fonctionne par étapes. Non mais attendez, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où Ford, il y a un cheminement du personnage d'Ethan Edwards, évidemment. Mais la façon dont Ford filme
l'arrivée d'Ethan Edwards qui poursuit Debbie à la fin, il reste encore et il joue de ce suspense avec le spectateur, du côté de cette hypothèse-là, d'une certaine manière. Et en même temps, ce qui est à la fois complémentaire et pas contradictoire, il a commencé à travailler le cheminement, effectivement, intérieur d'Ethan Edwards. Mais Ethan Edwards, je veux dire, la haine qu'il a à l'égard de Scar, c'est la haine qu'on a à l'égard de soi, tout simplement. À partir de là, ce qu'il faut arriver à comprendre dans La Princesse du désert, et même qui nous sert dans la vie de tous les jours, parce que les grands films, c'est des films qui nous apprennent à vivre. Hein. Quand on a vu The Searchers, on est un peu moins... On a mieux compris le monde, sinon ça ne sert à rien. Si on a fait que mieux comprendre la mise en scène du cinéma, c'est pas très intéressant. On a quand même mieux compris le monde, mieux le rapport à l'autre, à la communauté, etc. Et on voit bien que ce qui est compliqué dans La Princesse du désert, c'est de mettre en scène un personnage qui est un personnage raciste. Et non seulement Wayne met en scène ce personnage-là, venant d'un âge passé, d'un moment américain des années 50, etc. Et il nous dit, finalement, à la fois, il y a ce racisme-là, et en même temps, il nous développe finalement la raison de ce racisme-là. Le racisme, en fait, c'est la reconnaissance de l'autre. Et c'est le refus que l'autre, c'est soi-même. C'est Scar. C'est-à-dire et d'où le fait que le raciste, de certaine manière, est celui qui, on pourrait presque dire, comprend le mieux l'autre, parce que justement, c'est lui-même. D'où le scalp. Le moment où John Wayne, évidemment, scalpe, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'Indien? T'es raciste et tu te comportes comme un Indien. Mais c'est exactement le sujet du film, en réalité. Et le film est génial, en fait, en réalité, pour ça, du début à la fin, hein, parce qu'il nous montre toute la complexité de ce que c'est que le racisme, en réalité. Hein, c'est à la fois, on pourrait dire, quelque chose du l'ordre du refoulé, quelque chose de l'ordre même du refus, d'une certaine manière, et en même temps, à la fin, le fait que le raciste devient l'autre. Hein, et effectivement, Ethan Edwards se comporte comme un Indien. Mais c'est pas étonnant, puisque comme Scar, si on avait fait le film du point de vue de Scar, ce serait sans doute comporté comme Ethan Edwards. Il y a 1, 2, 3... réponse assez rapide. Je fais des réponses très rapides. Alors. Ouais, non, en fait, c'est une réponse par une question rapide. Est-ce que vous pensez que John Ford s'est un peu nourri aussi des affects racistes de John Wayne dans la vraie vie, ou est-ce que c'est un peu... C'était sympa jusque-là, puis d'un seul merde. coup, tout capote, quoi. Non, je réponds pas à ça, mais parce que vous avez déjà la réponse, vous souriez. Mais non, enfin, John Ford, c'est raciste. John Ford, c'est un cinéaste qui a évolué avec son temps. Le John Ford de la chirurgie jurassique en 1939 et le John Ford des Cheyennes, c'est un John Ford qui a évolué en réalité et qui lui-même a reconnu la façon dont les Indiens ont été traités et qui est... c'est pour ça que Ford, c'est assez génial, parce qu'on se dit, mais si vous partez du Cheval de Fer, 25, bon, ouais, ou même pas, la chirurgie jurassique 39, et Cheyenne, 64, vous voyez toute l'évolution de l'histoire de l'Amérique et de Ford lui-même, de cette manière, qui lui-même a fait ce travail, qui a vu l'Amérique changer, qui est revenu sur certaines de ses idées, qui a considéré que les Indiens n'avaient pas été traités comme il fallait. Et on voit qu'on se dit que les Indiens de la chirurgie fantastique sont filmés par le même qui va filmer les Indiens dans le Cheyenne, c'est absolument incroyable. Donc oui, Ford, il a été gagné comme tout le monde, sans doute au début par des passions tristes. Et peu à peu, les a réparés, les a corrigés, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui, en 64, fait les Cheyennes. Je dis, c'est absolument incroyable. Alors qu'en 39, les Indiens, ça reste des gens qui sortent du hors-champ pour être abattus, tout simplement. Mais sont des figures abstraites. C'est-à-dire que Ford a toujours considéré que l'Indien, plutôt que le paysage américain appartenait à l'Indien. Ça, c'est très important. Regardez par exemple le moment génial dans Searchers où ils vont tenter d'échapper aux Indiens. Regardez la façon dont les Blancs, comme vous dites, marchent, sont droits comme ça au centre, et les Indiens épousent les lignes de Monument de Vallée. Tout est dit. Ceux qui font corps avec le paysage et l'espace, c'est les Indiens. C'est pas ces Blancs au milieu qui font tâche. Et ça, c'est aussi une manière de dire quelque chose du rapport de Ford aux Indiens. Il ne les filme pas comme des sauvages. Il ne les filme pas comme des gens à exterminer. Il le filme avec cette espèce de respect-là. Hein, c'est aussi important comment on filme des gens. C'est même plus important que ce qu'on peut dire sur eux, d'une certaine manière. Il y a Cannibal Corpse qui voudrait poser une question.
Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné. Il y en a plein que j'ai pas mentionné. Oui, non, bien sûr, mais je vous en fais pas le reproche parce qu'il est impossible de ne pas passer 2 jours à interpréter ce film au moins. Mais il y a un point qui, à mon avis, est déterminant pour. Enfin, vous l'avez un petit peu évoqué quand même, qui est déterminant pour comprendre l'attitude d'Ethan, c'est son passé confédéré. Outre l'aspect raciste, mais qui était plus ou moins commun, y compris au Nord à l'époque. Le fait qu'il est aigri, il me semble, est assez important. Quand il arrive, il fait bonne figure quand il y a les enfants, mais quand il est face à son frère et à sa belle-sœur, il fait preuve d'une attitude... il est tout de suite beaucoup plus renfermé, beaucoup plus sombre. Il fait plusieurs blagues. À la fin du film, quand il voit le lieutenant, il lui dit « Ah, vous êtes un bel officier yankee ». Il me semble qu'il y a là, outre le côté raciste que vous avez longuement développé, il me semble le fait qu'il est en colère. Il dit « Moi, je ne me suis pas rendu ». Le fait qu'il est en colère qu'il n'a pas digéré la défaite, en quelque sorte, qui est un motif qu'on retrouve dans certains films. Je pense à Josie Wells hors la loi, par exemple, de Eastwood. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument. Non, mais bien sûr, c'est que la guerre de sécession, en plus, c'est quelque chose qui a vraiment obsédé Ford, qui pour lui était presque la première grande blessure, fracture à l'intérieur de la nation américaine, c'est la guerre de sécession. D'où le fait qu'il est très souvent revenu, un peu comme Visconti revenant vers le Risorgimento, dans le Guépard, pour comprendre le contemporain. Et pour Ford, la guerre de sécession, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est au moment où 2 parties de l'Amérique. Et évidemment, Ethan Edwards, il est le produit de ça. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il revient, il a perdu, il a une forme d'aigreur. Et il a perdu contre quoi? Le loi esclavagiste, Lincoln, le Nord, républicain. Ne jamais oublier ça. C'est que Lincoln est un républicain. Et donc, lui, d'une certaine manière, il est comme tous ces gens qui ont perdu, qui n'ont pas voulu se rendre, ce qui est à peu près la même chose. Lui continue à affirmer les valeurs confédérées, d'une certaine manière. Son racisme à lui, il vient d'une profondeur historique, et notamment de la question de la défaite contre Lincoln et les lois contre l'esclavagisme, d'une certaine manière. Donc les Indiens, d'une certaine manière, vont payer le prix dans son regard à lui, aussi de ça, comme s'il voulait revenir à une forme de pureté, de radicalité originelle qu'aurait dévoyé de cette manière les nordistes et cette loi de Lincoln. Donc évidemment, il arrive chargé, et vous avez raison, de tout ça. Mais tous les personnages sont chargés comme ça de cette espèce d'histoire-là, en réalité. Et sans doute que si Ethan Edwards avait été revenu du côté des nordistes en vainqueur, ça aurait été complètement différent. Donc là, de cette manière, il solde aussi la défaite de la guerre des sécessions par une sorte de racisme exacerbé contre les Indiens, tout simplement. Si ce n'est que noir et indien. Mais il s'en fout, c'est l'autre. Mais c'est vrai. Merci. D'abord, je voudrais remercier tout le monde pour ce moment. Moi aussi. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans tout ce qui a été dit, c'est l'aspect un peu psychanalytique ou psychologique des personnages, tout ça. Et j'aimerais bien, et notamment le lien avec la mise en scène. Et vous avez dit quelque chose qui me trotte depuis le début, c'est toutes les scènes de caverne sont des scènes de foyer. Et juste cette simple phrase, en fait, elle est folle. Et je voulais juste savoir si vous pouviez la développer, si vous avez le temps de la développer, en fait. Ah oui. Je vais faire très extrêmement court parce que c'est ouais, on peut en parler une heure. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait c'est le motif central du film déjà pour commencer, puisque le film s'ouvre avec un plan qui appartient, on pourrait dire, à cette série de plans qui sont filmés depuis un intérieur. Donc, filmant un extérieur depuis un intérieur. Et comment est-ce qu'on sait que c'est un intérieur? C'est que le plan, il est marqué par un surcadrage. Une grotte, une porte, etc. Sinon, on ne le sait pas. C'est-à-dire que le même plan filmé depuis le porche, sans avoir les montants, c'est pas du tout la même chose. Autrement dit, c'est ce que pose le premier plan du film. C'est que le plan, on pourrait dire, de la grotte, ou ce plan de l'extérieur filmé depuis l'intérieur, c'est un plan de l'extérieur filmé depuis le foyer. Autrement dit, depuis un désir de retour au foyer. C'est ça le premier mouvement de John Wayne, qui à la fin se terminera par, ce qui est très très beau d'ailleurs, il fait retourner Debbie dans un nouveau foyer. Pas son foyer originel, dans un nouveau foyer, et lui repart dans le sien. Parce que ce qui est génialissime dans le dernier plan du film, c'est que ce que je vous dis sur la question du foyer, en fait, a évolué entre-temps. Ce que nous dit Ford au début, en gros, il n'y a qu'un foyer, c'est quand tu reviens à la maison.
la grotte, etc., etc. Quand tu reviens, alors chez Ford, ça signifie dès le départ la question de Martha et de la mère. On rentre à la maison, d'une certaine manière. Bon. Et à la fin du film, il nous dit, ça dépend des gens. Pour Debbie, le retour à la maison, c'est le retour à la grotte. Mais finalement, pour Ethan Edwards, le retour à la maison, c'est le départ de la grotte. Et quand Ethan Edwards repart dans la profondeur du Monument de Vallée, il ne s'éloigne pas du foyer. En fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'il rentre dans son foyer à lui. Si ce n'est qu'il lui a fallu 2 heures pour comprendre que son foyer, ce n'est pas celui du début. Et la façon dont John Wayne s'inscrit de façon si mythologique, parce que c'est devenu un plan mythologique, hein, le dernier plan de Searchers, montre que John Wayne rentre chez lui. John Wayne, Ethan Edwards, ce héros du western, cette époque-là, ce rapport, ce passé en fait qui a fait son travail, qui a passé le relais, ça veut dire Debbie, et qui maintenant doit se retirer. Mais c'est pour ça que c'est un film, de ce point de vue-là, moi quand je vois Searchers, je pense souvent au Guépard de Visconti. Parce que Burt Lancaster et Ethan Edwards, ces 2 personnages qui sont, pour des raisons différentes, selon des méthodes différentes, sont au départ arc-boutés sur un passé et qui vont comprendre que pour que la société continue, il faut qu'ils passent la main. Et pour passer la main, il faut d'une certaine manière transmettre quelque chose aux générations futures. Et dans le cas de Burt Lancaster, c'est Alain Delon. Et dans le cas de John Wayne, c'est Nathalie Wood. Voilà. Mais le John Wayne est le Guépard de John Ford, hein, d'une certaine manière, si on veut. Donc, voilà, ça pourrait durer très longtemps, cette histoire de grotte et de foyer, mais ce qui est beau, on ne pourrait pas dire, c'est d'une certaine manière cette évolution-là, hein, de la façon dont Ford, de façon très insistante, parce que c'est vraiment le motif récurrent et permanent de Searchers, c'est le foyer, c'est quoi? Est-ce que c'est là où on croit? Est-ce que le foyer est le même pour tout le monde? Est-ce qu'on rentre à la maison, ça veut dire la même chose pour Debbie que pour Ethan Edwards? Réponse non. Et donc John Ford à la fin, il termine avec un plan génial. Il nous dit, il y a un foyer, ça se construit contre l'extérieur. Voilà, il y a un foyer, il y a la limite. Hein. Il nous dit, voilà, il y a un premier foyer, mais cet extérieur-là, c'est le foyer de l'autre. Donc il nous montre le coup génial de ce plan, c'est qu'en fait, ce n'est pas un foyer, et ce qui est hors du foyer, c'est 2 foyers collés. Tout dépend qui on est, à quel moment de sa vie on se trouve, à quel moment de son histoire, de l'Amérique ou du personnage on se trouve, etc. En fait, il n'y a que des foyers. Tout dépend comment tu sais l'habiter. Et d'ailleurs, Ethan Edwards, il retourne où? Il retourne dans le territoire des Indiens. Cet homme raciste, etc. À la fin, son home, sweet home, c'est Monument de Vallée, qui est quand même l'endroit, la maison des Indiens. Et tout est dit par rapport à ce qu'on se racontait tout à l'heure. C'est absolument sublime. Et ça, c'est jamais formulé par un effet de scénario, par un dialogue. Tout est dans la mise en scène de Ford. Et quand je vous disais, au tout début, à un moment donné, on voit que c'est un cinéaste qui vient du muet, c'est à ce type de plan-là qu'on voit ça. Cette façon dont sont des gens qui ont été habitués à transmettre des idées par des plans et des images. Et jamais par les dialogues. Ou extrêmement peu. Oui, pardon. Juste sur cet aspect-là, parce qu'on parle beaucoup du foyer physique bâti du début, celui de la fin, qui ne sont pas le même, y compris dans la constitution du foyer. Mais il y a un plan génial aussi où il n'y a pas de dialogue. Et moi, ce qui me plaît dans le cinéma de John Ford, c'est justement qu'il vient du muet et qui sait traduire un certain nombre d'émotions et nous donner à nous des indications en tant que spectateurs. C'est le foyer du balafré, c'est-à-dire l'attente. Parce qu'à un moment donné, on ne nous dit pas qu'il y a des relations avec Debbie. Mais lorsqu'il sort pour faire taire le chien, on voit bien la tente avec les 2 mâts et les têtes, les crânes d'animaux. Et lorsqu'il vient pour chercher sa sœur, chercher Debbie, on refait le plan et on voit bien qu'il entre dans cette tente-là. Donc on sait bien qu'elle est dans la tente du balafré. Et donc il n'y a pas besoin de dialogue, c'est un non-dit, mais c'est très bien indiqué par le cadrage, les plans. On va devoir arrêter, j'en suis vraiment désolé. Pardon? On reviendra parce que le prochain film, la réalisatrice est là et doit faire les essais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était. Merci à vous. Hein, en tout cas, merci à toi, Samir.
J'aurais pu juste te demander comme première question, est-ce que tu vas bien? Et ça aurait été la même chose. Donc, Ouais, bah, un grand plaisir. Là, parlons de Searchers, qui ne peut aller mieux que moi. Ouais, écoute, on va terminer sur une petite chose. Je crois que tu m'avais dit, j'allais dire hors caméra, j'ai tellement l'habitude de dire ça, que c'était, il y a des films comme ça, quand on te demande s'il est possible que tu viennes les accompagner, tu m'avais dit, si je ne me trompe pas, c'est un devoir. Et c'est ça. Bah dans ce ouais, genre. dans Ouais, le sens où c'est je me dis, mais c'est le cas pour plein de gens, c'est que et en plus c'est aussi un peu ce qu'on se racontait au début, c'est que pour beaucoup, je pense d'entre nous aujourd'hui, ce sont des films qu'on a vus, revus, des classiques ou autres, mais il y a pour une génération qui vient, c'est pas complètement le cas. Donc il faut jamais oublier ça quand même. Ce qui compte, c'est quand même les gens de demain, c'est les jours d'aujourd'hui, on s'en fout un peu. Et bon, pas vous, à part vous. Mais voilà. Et donc Searchers fait partie de ces films extrêmement importants, mais pas uniquement, mais il y en a beaucoup comme ça, pas uniquement comme monument de l'histoire du cinéma. Hein, c'est des films qui nous permettent de comprendre évidemment à la fois le cinéma, l'Amérique, beaucoup de choses. Donc c'est des films qui sont des leçons de vie en fait. C'est pour ça que, mais j'aurais pu venir parler de Quelle a été verte ma vallée, qui est un de mes Ford préférés aussi. Vous l'avez tous vu, Quelle a été verte ma vallée? Qui n'a pas vu Quelle a été verte ma vallée parmi vous? Oh là là là. Bon, je crois que le prochain festival commence par Quelle a été verte ma vallée. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous. On se retrouve dans 40 minutes pour le troisième film de cette première journée, Cap Nord de Sandrine Rinaldi. On vous y attend. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and